Suite fin de l'interview de Kevin Denke, international togolais de la réserve de Nîmes olympique en France. À suivre en début d'émission. Il est également question de la Ligue des Nations. La Croatie s'impose sur le fil devant l'Espagne et garde espoir. En amical, l'Angleterre avec la dernière de Rooney surclasse les États-Unis. L'Allemagne se rassure face à la Russie. La France vise le Final Four sur la pelouse des Pays-Bas. Samir Nasri est en route pour signer à West Ham United après un an de suspension pour dopage. Ce sont là les sujets de la première partie de PFE. La deuxième s'intéresse à la saison 2 des Football Leagues qui épingle l'AS Monaco, le Paris Saint-Germain et Manchester City menacés d'exclusion de compétitions européennes. Les spécialistes font le diagnostic de la situation dans le débat. Enfin, nous irons à la découverte d'un terme sportif. PFE 519 reçoit Franck Nouyama. Salut Franck. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à toutes. En pleine forme? Ça va, ça peut aller? Le plateau, ça va comme toujours. Ça beaucoup peut de aller. Courage. Hein? Ça ira. Romeo Yeto, buenos dias. Buenos dias Angelo, bonjour à tous les auditeurs. Ah oui, notre invité a pour nom Noël de Souza, notre confrère. Salut Noël. Bonjour Angelo, bonjour à tout le plateau, bonjour également à tous les membres de PFE. Je sais qu'ils sont nombreux à l'écoute et je les salue. Merci de répondre à notre invitation. Nous saluons également Ezekiel Aïataï, Fifi Asogbabi et Armel Ouaba, tous out pour ce numéro. Bonjour à Elom Adovon qui réalise la vidéo de cette émission à regarder sur le www.radiosportfmtg.com. La mise en onde est signée Anas PM. Je suis Angelo Folicue, PFE 519. Merci de nous rejoindre. Nous allons démarrer cette émission avec la suite fin de l'interview que nous a accordé Kevin Denke au lendemain du match au Togo-Gambie. On se rappelle, c'était un but partout, score à l'arrivée. Nous allons l'écouter et derrière, nous parlons du joueur. Vous avez une particularité dans le jeu, c'est que vous allez très très vite et vous êtes très rapide dans l'exécution de vos frappes. D'où vous vient ce secret-là, Kevin? Un secret, je pense qu'il faut aller vite. C'est quelque chose que vous travaillez? Ouais, c'est quelque chose que je travaille notamment, surtout dans la surface, dans les derniers mètres, il faut aller vite. Il faut surprendre et tout se joue là-bas. Des fois en une touche, des fois même c'est du genou, tu le mets, il faut le mettre, mais il faut le faire vite. Et hier, voilà, c'était en une touche. Tu pouvais pas contrôler pour frapper, il fallait le faire en une touche, des fois instinctivement. Voilà. Et des fois, je fais les trucs comme je le sens aussi. Des fois, faut pas prévoir, faut le faire à l'instant. Ça arrive, mais souvent, j'essaie d'enchaîner vite, prise de balle, orientée, t'enroules ou plein de trucs. Donc c'est un travail aussi, ouais, c'est pas du hasard, quoi. Mais ça arrive des fois que ça soit à l'instinct. Souvent, ça me réussit grâce à Dieu. Kevin, durant ce tournoi de Toulon, il y a eu les responsables de la 3F, la Fédération Française de Football, qui vous ont approché pour vous récupérer au sein d'un U20 français. Mais finalement, vous avez décidé de jouer pour la nation togolaise. Qu'est-ce qui a motivé ce choix à la fin? C'est vrai, effectivement, j'ai été approché par l'équipe de France. Après le tournoi de Toulon, ils m'ont vu, ils m'ont repéré là-bas. Enfin, ils me suivaient déjà, mais notamment ce tournoi, ils m'ont vu là-bas. Et dès que j'ai été appelé par l'équipe A du Togo, ils ont voulu me récupérer. Enfin, ils avaient beaucoup d'envie. Beaucoup d'arguments surtout. Voilà, beaucoup d'arguments. Ils voulaient que je vienne avec eux. Mais le coach Claude Leroy qui est venu à Nîmes me rencontrer, je lui avais déjà donné ma parole et je lui avais dit que j'allais venir. Et après ça, j'ai demandé conseil partout et j'ai fait mon choix. Mon choix c'était de venir pour le Togo sans faute. Parce que j'avais vraiment envie de jouer pour ce pays depuis tout petit. Je suis les éperviers. Et pour moi, c'est un rêve. Même d'être là, de te parler en ce moment au Togo, comme ça, c'est un rêve. On n'imagine pas. On n'a pas le temps d'imaginer tout ça. Il faut direct se concentrer, tout ce qui se passe. Comme mon but, même, je l'ai marqué, j'ai pas le temps de le célébrer. Il faut direct se remettre dans le truc. Donc là, c'est vraiment un truc de dingue. Et moi, j'ai pas hésité de venir pour le Togo. Et la France, eux, ils sont grands. Et le Togo, il faut faire grandir le Togo. Et s'il n'y a pas des jeunes comme nous, des joueurs comme nous qui venons, je pense pas que le Togo il va grandir. Il faut quand même qu'on vienne petit à petit, on fasse de belles choses et ensemble on va réaliser. Donc ça part de là. Je pense que je pourrais apporter quelque chose. Et avec le collectif, on a de très bons joueurs. Ça joue, il y a du beau jeu.
Et franchement, je regrette même pas d'être venu, pour te dire. Je regrette pas d'être venu et si c'était à refaire, je le referai sans hésiter, carrément sans hésiter. C'est vraiment un honneur de jouer pour son pays. Merci Kevin. Merci beaucoup, Merci Angelo. Retour dans le studio Messa Niamey. Alors, messieurs, voilà la suite et fin de l'interview que nous a accordé entre-temps Kevin Ndeke, Franck Nounyama. Oui, on sait très bien que la France n'était pas, ou bien la France était très très proche de pouvoir le récupérer. Et quand on sait que là-bas, il y a tellement de moyens et les conditions sont meilleures par rapport à notre pays. Naturellement, il n'y a même pas de comparaison à faire. C'est une tradition en France. Ouais. On vise les meilleurs Africains. Et quand je prends aujourd'hui les N'Golo Kanté, les Kimpembe, les Matuidi, Pogba et les autres qui évoluent aujourd'hui dans l'équipe nationale et qui sont champions du monde. Donc la France se réveille très tôt pour aller chercher les talents qui viennent de l'Afrique. Donc je pense que lorsqu'on écoute Kevin Ndeke, c'est une sagesse surprenante parce qu'il a dit quelque chose qui, moi, particulièrement a retenu mon attention. Oui. Il dit la France est déjà grande. Si nous, en tant que jeunes aujourd'hui, nous ne venons pas jouer pour le Togo, quand est-ce que le Togo va grandir? Donc il faut prendre cette décision sans réfléchir. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. J'aime la sagesse, l'humilité du joueur. Et puis on peut dire tout de suite que c'est l'un des espoirs de l'attaque togolaise. Et il a les moyens de devenir un très grand joueur parce qu'il exécute rapidement ses gestes techniques. Il a une frappe assez lourde. Il va très vite. Donc ce sont des paramètres pour devenir un grand joueur. Donc on peut que lui souhaiter bon courage et surtout qu'il garde la tête sur les épaules. Et je pense qu'il est bien quand même pour devenir un très grand joueur. Roméo Yétor, un joueur de 19 ans tout simplement, mais avec une forte mentalité et surtout une belle maturité. Oui, je crois que Kevin aujourd'hui a tout pour pouvoir réussir dans le football. Sa réaction me surprend. Dans la première interview, on a vu la maturité du joueur. Oui. Et dans cette dernière partie, on constate que Kevin, c'est un joueur qui s'est forgé une voie assez ouverte pour le succès. Oui. Et puis, il a dit non à la France parce qu'il sait que son avenir, peut-être, c'est avec les éperviers du Togo. Alors c'est un joueur qui n'a pas hésité lorsque on lui a approché pour lui proposer ce projet de jouer avec les éperviers du Togo. Ça veut dire tout simplement qu'il a écouté son cœur, mais également c'est un joueur qui raisonne très bien et je pense qu'avec cette détermination de pouvoir jouer avec les éperviers du Togo, il va réussir. Maintenant, c'est à la Fédération togolaise de football d'offrir les moyens à ces joueurs-là qui désirent revenir ou bien venir jouer pour le Togo, de pouvoir s'exprimer parce que une fois d'accepter jouer pour le Togo, une autre raison est de pouvoir réussir avec la sélection. Parce qu'on connaît bien les réalités au niveau des tropiques. Et on va s'intéresser à ce jeune attaquant, c'est vrai, meilleur buteur de la réserve de Nîmes. Il a également une marge de progression, Noël de Souza. Il a une marge de progression parce que vous savez, quand vous suivez un peu le joueur, vous comprenez que c'est un gars qui travaille. Oui. Il travaille très très fort. Là, de l'autre côté de Nîmes, vous comprenez en même temps que c'est un gars qui est bien entouré, bien équipé, parce que dans son interview tout à l'heure, il venait de le dire, qu'il a demandé conseil. C'est très très important ce côté-là, parce que avant de s'engager en dehors du football, tous les choix qu'on fait dans la vie, il faut essayer quand même de faire le tour, de peser les pour et les contre. Il pouvait quand même accepter d'aller de l'autre côté de la France, mais on sait quand même qu'avec la France, il va falloir qu'il bataille, qu'il travaille dur, sinon il ne sera pas en équipe nationale d'ici 5 ou 6 ans, alors qu'avec le Togo, il a l'opportunité là de venir en même temps. Et quand on voit un peu ce qu'il a fait jusque-là avec la sélection, c'est ce jeune joueur-là qui nous a quand même sorti de ce piège face à la Gambie. Il faut tout de même dire que c'est un jeune à féliciter. Maintenant, il va falloir qu'au niveau de la fédération, comme Roméo l'a dit, on essaye quand même de mieux protéger le joueur. C'est très très important parce que c'est un jeune joueur. Il faut mieux le protéger, parce qu'on connaît un peu les réalités de la sélection, des sélections africaines, et surtout avec le Togo. Donc il va falloir protéger ce jeune joueur-là pour lui permettre d'évoluer et rester dans ce talent. D'ici 5-6 ans, on aura quand même un vrai buteur dans ce nid des éperviers. C'est très important. Voilà qui est dit, parenthèse désormais fermée, et nous ouvrons celle de la Ligue des Nations et nous parlons de ce match au niveau de la Ligue A entre la Croatie et l'Espagne. Et c'est une surprise
surprise parce que l'Espagne a été battue 3-2 par la formation de la Croatie. Roméo Yetor, la Croatie qui, la dernière fois, avait pris 6 face à l'Espagne. Peut-on parler de revanche? Oui, c'est une très belle réaction des vice-champions du monde. Je pense qu'après la Coupe du Monde, suite aux retraites de certains joueurs clés de cette formation, la Croatie a un peu perdu son football. Après avoir encaissé 6-0 face à l'Espagne, je crois que les Croates ont su réagir face à l'équipe espagnole aussi. Depuis un certain temps, on n'arrive plus à convaincre par rapport à la production du jeu. Et pourtant, il y a des jeunes talentueux, des jeunes joueurs qui sont capables de pouvoir tirer vers le haut cette formation. Je crois que l'Espagne est en train de passer un moment de réajustement. Et la Croatie qui s'impose et qui se relance justement dans cette course pour pouvoir peut-être obtenir un billet ou préserver sa place dans la Ligue A. Et c'est une très belle réaction de la Croatie face à l'Espagne qui a pris 3-2, même si c'était dans la douleur. C'était dans la douleur, Franck Nouyamam, parce que quand on jette un coup d'œil au classement, on a l'Espagne 6 points, 4 points pour l'Angleterre et la Croatie, quand on sait que l'Angleterre dimanche va affronter la Croatie. Oui, c'était une très belle réaction des vice-champions du monde. Ils ont perdu lamentablement et de façon surprenante leur première sortie face à l'Espagne en prenant 6. Ils avaient toujours la tête à la oui, en prenant 6, c'était un résultat surprenant. Oui. Lorsqu'on connaît un peu la solidité, la combativité de cette sélection croate. Donc, ils avaient quand même envie de remettre les choses à leur place. Et avant le match, on a entendu le capitaine Luka Modric dire qu'ils ont les moyens pour déranger l'Espagne. Et sur le terrain, ils ont réussi à le faire. C'est vrai que c'est dans les dernières secondes du match, minute, avec une belle construction et un opportuniste qui vient pousser le ballon au fond des filets. Voilà, donc je pense que c'est bien quand même pour eux de se relancer dans cette compétition parce que tout le monde a envie de figurer dans le Final Four pour quand même jouer quelque chose en juin prochain. Donc, belle réaction pour les Croates. On va s'intéresser au groupe 1 de cette Ligue des Nations au niveau de la Ligue A. Le groupe de la France qui joue ce soir à Rotterdam face aux Pays-Bas. Ah oui, c'est un match très attendu parce que c'est vrai, on parle d'un match nul suffisant pour la France, mais on retrouve également une jeune et ambitieuse équipe des Bataves. Oui, vous savez, aujourd'hui, les Pays-Bas sont en train de revenir avec Koeman, qui a quand même, je dirais, sa mémise désormais sur cette équipe-là. Il a quand même essayé de jumeler avec les anciens et certains nouveaux joueurs. Quand vous prenez un peu ce joueur-là de Liverpool, Wijnaldum, c'est le nom un peu difficile à prononcer, mais c'est un joueur qui a beaucoup de talent. Et quand on essaie de combiner avec des joueurs comme Babel, qui est revenu dans cette sélection. On a également un Silesen qui n'est pas mal également avec le FC Barcelone. Donc, on a quand même, je dirais, ce mixage-là qui permet aujourd'hui à cette formation des Pays-Bas de ne plus se faire minimiser comme ce fut le cas avant. Maintenant, face à la France, avec des absences également, je dirais qu'on verra un peu ce que ça va donner cette équipe de France parce que après la Coupe du Monde, il y a quand même eu beaucoup de rencontres au cours desquelles la France était obligé de cravacher, de revenir de très loin pour pouvoir remporter ces rencontres-là. Maintenant, aujourd'hui, face à la Hollande, surtout que ça va se jouer aux Pays-Bas, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire du côté de Didier Deschamps. Maintenant, on sait quand même qu'il y a quand même certains jeunes joueurs là, prometteurs, qui ont la capacité de renverser la tendance. Mais attention quand même à la France parce que je suis en train de voir cette équipe des Pays-Bas monter. Roméo, est-ce que Didier Deschamps a raison de craindre cette formation? C'est vrai que du côté français, il y a Pogba, Tolisso blessé, Rabiot toujours mis à l'écart, Nzonzi qui est là en tant qu'homme de confiance de Didier Deschamps et puis Dombélé, le profane, qui intègre cette équipe. Je pense que la France face aux Pays-Bas, c'est comme les Pays-Bas ou bien l'équipe des Pays-Bas qui joue face à son miroir. C'est pratiquement la même chose de jeunes joueurs. Quand on prend l'équipe des Pays-Bas, la moyenne d'âge tourne
autour de 25 ans. Ça veut dire tout simplement c'est une équipe très jeune. Maintenant, si Didier Deschamps dit qu'il craint cette formation, mais je crois que c'est logique parce que c'est une équipe qui surprend beaucoup face à l'Allemagne. L'Allemagne a pris 3-0. Ça veut dire tout simplement que Koeman, Noël vient de le dire, a su imposer un certain équilibre dans sa formation. Aujourd'hui, on voit que sur toutes les lignes en défense, il y a un expérimenté. Vous prenez Van Dijk avec Liverpool, le capitaine, on voit l'expérience de ce joueur. Et surtout en attaque avec Memphis Depay, avec Lyon, c'est ce que le joueur a, tout le bien que le joueur l'a fait au Lyonnais. Ça veut dire tout simplement que c'est une équipe jeune, mais expérimentée. On a su donc mettre ensemble les jeunes et ceux qui sont, on va dire, des leaders, parce que depuis 2014 jusqu'à ce jour, il y a certains joueurs qui sont restés, qui sont devenus pratiquement les cadres de cette formation. Maintenant, on prend la France, on sait que c'est une jeune équipe également qui a une attaque de feu. On prend Kylian Mbappé et les autres, ce sont des joueurs qui sont capables de vous sortir un match pas possible. On sait que la France, à un moment donné, accepte de subir le jeu, souffrir, et au final, on gagne. Peut-être que l'absence de Paul Pogba peut créer quelques brèches au niveau du milieu de terrain des Bleus de France, même si Nzonzi est là pour pouvoir combler ce trou. Ça va être un peu difficile à ce joueur de la Roma de pouvoir effacer complètement ce déficit créé par Paul Pogba. Mais quoi qu'on dise, les deux formations sont super motivées. Un match nul permet à la France de se qualifier et une victoire des Pays-Bas permet justement à cette formation de pouvoir se relancer, de titiller véritablement la Bleue. Et surtout parce que dans ce groupe, Franck Lunyama, la France est leader avec 7 points, 3 unités pour les Pays-Bas et un seul point pour l'Allemagne. Les Pays-Bas vont chercher à jouer les troubles fêtes. Oui, j'ai envie de dire que rien ne pourrait plus arriver aux Bleus. Ils ont fait ils ont pris quand même le temps de mettre le paquet en début de compétition. Oui. Aujourd'hui, ils peuvent se permettre entre griffes de dormir sur leur laurier. Maintenant, un champion du monde a envie quand même toujours de s'affirmer. Oui. Et c'est ce qui va se passer là-bas en terre hollandaise. Maintenant, les Pays-Bas ont démontré quand même qu'ils sont une sélection qui évolue au fil des matchs. En dominant l'Allemagne 3-0, c'est quand même un avertissement pour la France. Et Didier Deschamps a eu à le dire. Donc, cette sélection est une très belle sélection. Elle est rajeunie, elle va vite, elle a une attaque de feu. Maintenant, l'inquiétude, c'est que c'est une équipe qui n'est pas souvent stable. Elle est capable du pire et du meilleur. Oui, elle a dominé l'Allemagne 3-0. Elle peut prendre de l'eau face à la France. Ouais. Parce que l'expérience... la France a battu difficilement les Pays-Bas 2-1. Oui, donc sur un match, cette équipe peut aussi couler. Donc, comme Roméo l'a dit il y a quelques instants, c'est que la France, parfois, laisse le jeu à l'adversaire et surgit derrière pour faire la différence rapidement. Et puis le match prend fin. Donc, je pense que c'est un match qui me paraît équilibré, avec un petit avantage pour les Bleus, mais il faut faire très attention aux Oranges. Naturellement, ils ont l'étiquette de champion du monde, donc ça peut se comprendre. On va s'intéresser au groupe 2 avec la Belgique qui est largement en tête avec 9 points, 6 unités pour la Suisse et 0 pour l'Islande. La Belgique qui s'est imposée 2-0 face à l'Islande. Bon, c'est statut confirmé quand même pour la médaille de bronze du dernier championnat du monde. Oui, vous savez, la Belgique a quand même, je dirais, une marge de progression très nette depuis la dernière Coupe du Monde. C'est vrai que bien avant cette Coupe du Monde, il y avait quand même plusieurs interrogations tout autour de cette formation. Que va faire Hazard et ses coéquipiers, parce qu'il y a beaucoup de talent dans cette rencontre-là et dans cette équipe-là. Maintenant, sur cette rencontre, il y avait quand même l'Islande. Maintenant, l'Islande, on sait que l'Islande, c'est cette formation-là qui essaye de surprendre, même face à l'Argentine en Coupe du Monde. Parfois, même pas bon, ils sont en train de revenir, ces Islandais là. Moi, j'apprécie beaucoup. C'est vrai que je dirais les règles ont été suivies parce que logiquement la Belgique avec quand même la capacité de vaincre cette formation, ils l'ont fait. Maintenant, je pense que ce n'est qu'une bonne chose pour cette formation belge là. Et maintenant, on va voir l'évolution, on va voir un peu ce que ça va donner d'ici les prochaines compétitions, que ce soit sur le plan européen ou sur le plan mondial, pour voir si cette équipe a évolué. Parce que vous savez, quand vous avez été classé 3e d'une Coupe du Monde, il va falloir évoluer. Pourquoi pas être finaliste? Pourquoi pas aller chercher une Coupe d'Europe? Donc je dirais tout simplement
remarque que cette formation est en train d'évoluer. On attend de voir ce que ça va donner dans les prochaines compétitions. Mais l'Islande, j'ai quand même apprécié parce que c'est une formation qui joue avec le cœur du début jusqu'à la fin. Oui, avec leur fameux clapping qui a fait le tour du monde. Il continue à faire le tour du monde. Dimanche, dans ce même groupe 2, la Suisse joue une finale face à la Belgique, alors que c'est tout simplement quand on va au plan comptable, la Belgique a 9 points, la Suisse a 6 unités. Donc ça peut encore se jouer. Le groupe 3 du Portugal avec la formation de Cristiano Ronaldo qui n'est plus appelé en sélection. On dit il s'est mis en retrait. C'est ce qui se dit pour l'instant. Et qui va jouer face à l'Italie. Ça c'est un match... comment on se retrouve là? Italie-Portugal. Portugal. Je crois que les Portugais, avec l'absence de Cristiano Ronaldo, ça n'a pas d'incidence directe sur le jeu portugais. Il y a de la réussite. C'est bien de pouvoir céder la place aux jeunes. Je crois que les Italiens aussi traversent des moments assez compliqués. Normalement, c'est l'Italie qui devrait jouer le premier rôle, même si on sait que l'Italie n'était pas à la dernière Coupe du Monde par rapport au vécu donc, de cette formation. Exactement. C'est l'Italie qui devrait jouer le premier rôle dans ce groupe, mais c'est le Portugal qui dirige les débats. Je pense que ça va être un match assez compliqué, assez difficile pour les deux sélections. Maintenant, les Portugais ont plus de chances de pouvoir se qualifier. En tout cas, c'est vrai, même sans Cristiano Ronaldo, les autres sont capables de faire le job. Bernardo Silva qui est en feu aujourd'hui avec Manchester City. Voilà, ils sont très bons, ces Portugais de toutes les manières. On va s'intéresser aux matchs amicaux qu'il y a eu également en semaine, notamment ceux d'hier avec l'Allemagne, totalement rajeuni, avec Joachim Löw qui corrige la Russie, 3-1. Sané, Zoule et puis Gnabry, Fanglounyama. Est-ce, on peut dire, un soulagement pour le sélectionneur allemand? Oui, l'Allemagne a besoin de revenir ou bien de corriger son image. Et en mettant ou bien en faisant confiance à ces jeunes, je crois que Joachim Löw retourne un peu sur ce qui s'est passé à la Coupe des Confédérations, que l'Allemagne a gagné un an avant la Coupe du Monde, avant de sombrer. Donc, je pense qu'il y a nécessité quand même de le faire, parce que ces joueurs-là ont, à mon avis, fait leur temps. Je parlais des joueurs comme Thomas Müller, Boateng, et puis le joueur de la Juventus, Khedira. Et je pense qu'ils doivent rester un peu en retrait pour regarder faire ces jeunes qui ont des dents assez acérées. Ils l'ont prouvé. La Coupe des Confédérations, c'est une grande compétition. S'ils ont réussi quand même à le gagner un an avant la Coupe du Monde, je pense que c'était une performance à saluer. Mais Joachim n'avait pas envie de se défaire un peu de ceux qui ont gagné le mondial en 2014. Donc maintenant, j'ai comme l'impression qu'il a appris la leçon. Et après, surtout la sortie de Lothar Matthäus, qui a gagné le mondial en 90. Donc, je pense qu'il est en train de corriger petit à petit. J'espère bien que l'Allemagne va retrouver son image et son feu d'antan. Roméo, votre avis là-dessus? Je crois qu'il y a eu une remise en cause ou en question du côté de Joachim Löw. On savait que avec l'Allemagne, il y a une réserve qu'on ne peut pas épuiser. De jeunes joueurs qui ont remporté le mondial des clubs, la Coupe des Confédérations. On s'attendait à voir au moins ne serait-ce que 6 de ces jeunes-là parmi les cadeaux pour la Coupe du Monde, mais ils n'étaient pas là tous. Le Roi Sané, je crois que c'est un joueur sur lequel on doit beaucoup miser, même si c'est un joueur qui n'a pas encore la maturité, mais c'est un joueur capable de pouvoir changer le cours d'un match. La preuve, il a marqué dès la 8e minute dans ce match. Il était absent lors du dernier mondial. Je crois que cette fois-ci, on lui fait confiance. Il arrive à saisir cette chance-là. Il y a quand même certains sélectionneurs qui les autres. Sur le cas Sané, mais là, il a compris qu'il faut changer. Voilà, donc c'est bien. C'est pour le bien de la sélection. La sélection, c'est un patrimoine commun. Ce n'est pas une équipe, c'est pas une propriété privée en fait. Donc, il faut écouter parfois les critiques et essayer de voir ce qu'il faut corriger pour pouvoir avancer. Naturlich, comme on le dit souvent du côté de l'Allemagne. Vous avez un mot à dire avant de passer à autre chose? Oui,
j'ai beaucoup apprécié, je dirais, cette démarche de Joachim Löw qui a compris que dans la vie... Vous sentez de l'humilité dans son approche? C'est très important parce que vous savez, dans la vie, nul n'a la capacité ou la totalité du savoir. Oui. Parfois, on peut faire des erreurs, mais l'essentiel, c'est de se corriger. Et quand on a quand même évoqué cela durant la Coupe du Monde, je l'ai vu, pas trop content, il n'a pas voulu écouter les autres, il a voulu faire à sa tête. Maintenant, quand il s'est cogné la tête contre le mur, il a compris qu'il va falloir qu'il change les choses et ça est en train d'évoluer. Je pense que d'autres sélectionneurs également, suivez mon regard, vont quand même de Joachim Löw. Un coup d'œil à la composition de cette équipe d'Allemagne face à la Russie, à Ginter, Zule, Rudiger, qu'on connaît plus ou moins. Kerrer du Paris Saint-Germain était là. Kimmich également était dans cette composition. Il y a Kai Havertz, un jeune joueur de 19 ans du Bayer Leverkusen, 19 ans et en équipe nationale. Oui, c'est l'Allemagne tout simplement. Hector, qui était présent lors de la Coupe des Confédérations. Et puis Gnabry, Werner, et puis sans oublier Leroy Sané. Une composition totalement jeune. Et on attend d'ici lundi d'autres joueurs comme Draxler, comme Marco Reus pour arriver au niveau de la Mannschaft. Autre match amical, celui de l'Angleterre face aux États-Unis. On a fait honneur à Wayne Rooney qui disputait sa 120e et dernière rencontre avec les Three Lions. Score à l'arrivée 3-0. Oui, c'était prévisible. Aujourd'hui, on sait que l'Angleterre est en train de grandir. Lorsqu'on voit un peu la performance du dernier mondial, salué par tous les supporters des Three Lions. Oui. Donc l'Allemagne est sur, on va dire, une certaine dynamique. Ils ont surpris plus d'un. Hein. Oui, ils ont surpris plus d'un parce que là également, il y a eu tellement de jeunes, avec les Lingard, avec les Dele Alli, avec... À juste titre, la première ligue bénéfique, oui, enfin une bien fois. sûr. Enfin. Les Rashford, les Lingard, Sterling et autres. Donc des jeunes qui vont très vite et qui jouent dans un championnat très relevé. Donc je pense aujourd'hui que les Three Lions sont en place. Et cet honneur qui est fait à un joueur, on va dire emblématique de cette sélection et du football anglais, Mark Rooney, qui termine à 33 ans avec 120 sélections. Peu de joueurs ont atteint ce niveau de nombre de matchs joués avec leur sélection. Donc aujourd'hui, rien à dire. C'est bien de lui faire cet hommage-là. Et quelqu'un qui quand même a réussi à marquer ce football-là en commençant très jeune. Il est passé pro à seulement 17 ans. Donc c'est un grand joueur. C'est un très très grand joueur avec 559 matchs, souvenez-vous, avec Manchester et 253 buts. Il faut le faire. Donc, meilleur buteur. Rooney, c'est quelqu'un de grand et qui passe d'ailleurs en 2014 comme le joueur le mieux payé au monde, avec un salaire de 18 500 000 euros par an. Allez faire les calculations. C'est un joueur qui va rester très longtemps dans l'histoire du football anglais. Et comme l'a affiché à sa une The Mirror, respect. Vous comprenez, Rooney, le jeu de mon Rooney, respect. Et voilà, Wayne Rooney reste le meilleur buteur de l'histoire de Manchester United. Et curieusement, pour ce match, c'est la fédération qui lui a fait appel de venir disputer ce match. Et les recettes de ce match-là vont être reversées à sa fondation, Noël. Oui, je dirais que c'est une fin glorieuse pour Wayne Rooney quand on connaît un peu le parcours du joueur, tout ce qu'il a eu à faire, que ce soit pour l'équipe d'Angleterre également avec Manchester United. C'est un joueur qui, à un moment donné, a quand même, je dirais, fait parler de lui, bien avant d'aller se réfugier. Il a failli être boxeur. De rentrer dans le football, mais heureusement, le football également l'a beaucoup souri. Aujourd'hui, quand on parle de Rooney, c'est quand même une icône, une icône de l'autre côté de l'Angleterre. Maintenant, cette fin-là, elle a été glorieuse. J'ai quand même apprécié son humilité également parce qu'il a accepté de revenir, ne pas porter son dorsal fétiche et rentrer dans cette rencontre-là. Il a quand même accepté les conditions de Southgate. Je dirais tout simplement que... C'est un verre professionnel. Oui, c'est une humilité. C'est ce qu'on exige également de nos stars entre guillemets africaines qui, pour ces genres d'initiatives, vont vous dire, mais si c'est comme ça, moi je ne viens pas. Voilà. Et c'est ce qui est déplorable. Je pense qu'il faille qu'on apprenne également les bonnes choses, les bonnes mœurs qui se passent sous d'autres cieux. Maintenant, j'ai quand même apprécié ce retour-là. Et c'est une fin très très glorieuse. Et
pour Wayne Rooney. Et pour l'aura qu'il a quand même laissé, je suis sûr que des jeunes joueurs vont quand même emboîter le pas à ce joueur-là, parce qu'il faut quand même suivre, je dirais, tout son parcours pour comprendre que c'est un gars qui a beaucoup travaillé aux côtés de Cristiano Ronaldo. Et c'est très très important. Il faut quand même suivre les pas d'un joueur comme ça. Il est en train de partir comme ça, mais il a laissé beaucoup de choses. En toute humilité, Robéo, il a demandé à la fédération de faire de même à d'autres grands joueurs de l'histoire du foot anglais. Oui, ça a commencé avec lui. Il ne faudrait pas que ça se termine. Voilà. Donc, il faut pérenniser cela. Je crois que c'est une action louable, parce que quand on s'intéresse également au social, c'est bien, parce que le football, ce n'est pas seulement pour se faire de l'argent, mais il faut penser aux autres, parce que la recette sera reversée donc à sa fondation. Déjà, ça rentre dans les œuvres sociales. Moi, ce qui m'intéresse chez Rooney, c'est sa fidélité. Excusez-moi, c'est un peu un joueur vagabond. Il n'a pas connu assez de clubs dans sa carrière. Everton, Manchester United, après Washington DC. Ça veut dire tout simplement que c'est un joueur qui est fidèle à son club, et il a su apporter beaucoup de choses à ces 3 clubs seulement. Voilà, 3 clubs à 35 ans. Ça veut dire 14 ans avec Manchester United. Ça veut dire tout simplement que c'est un joueur qui aime ce qu'il fait, et aussi son humilité. Il a eu par moments des difficultés en sélection. On ne l'alignerait pas avec Manchester United, mais il n'a pas fait un bouquin autour de la chose, mais il a accepté tranquillement. Après, il a quitté le club sans histoire. Aujourd'hui, si on applaudit Wayne Rooney, c'est par rapport à sa personnalité, à son humanisme. Je crois que beaucoup de joueurs doivent suivre l'exemple de Wayne Rooney. Aujourd'hui, quand on parle de Didier Drogba aussi, ça veut dire simplement qu'il fait partie de ces rares joueurs africains qui ont su apporter quelque chose à leur sélection. En tout cas, ce sont des hommes exemplaires, tout simplement. Wayne Rooney, Didier Drogba, Samuel Eto'o fils et tous les autres. Et on va remonter le générique PFA derrière. Nous parlons de Samir Nasri. Il a seulement 31 ans, il refait surface parce qu'entre-temps, il a disparu des radars. Nous parlons de Samir Nasri qui va retourner à West Ham United. Ah oui, Franck Ndouyama, un joueur entre-temps suspendu pour dopage qui rebondit en première ligue, qu'il connaît bien. Je pense que c'est rédemption, résurrection. Je parlerai de rédemption parce que c'est un joueur assez intéressant et qui a connu des moments difficiles, surtout après une non-sélection par Didier Deschamps, où il a fait une sortie, on va dire, pratiquement insultante à l'endroit du sélectionneur, et sa femme a appuyé. Donc tout a commencé à ce niveau, et le joueur s'est perdu un peu dans la drogue entre griffes. Il a pris un produit illicite, interdit, donc suspendu pour un an. Je crois que le joueur a réfléchi, ça lui a permis quand même de se racheter et de revenir, parce que là, et c'est un bon joueur. On l'a connu à Marseille, on l'a connu à Manchester United, tout ce qu'il a fait avant. City à Arsenal. J'allais dire Arsenal. Donc c'est un bon joueur, c'est une rédemption pour lui, et j'espère qu'il a appris la leçon et qu'il va vraiment faire de belles choses avec les Hammers. Il a 31 ans, il a encore plein de choses à donner. Et surtout qu'on attend sur le plan tactique et surtout technique. On sait très bien que c'est un joueur qui a tout ça, mais physiquement, peut-être qu'il ne sera pas au point. Peut-être le bon argument pour lui, c'est de retrouver Manuel Pellegrini, son ancien coach à City. Oui, vous savez, je dirais tout simplement que malheureusement, ce joueur-là fait partie de cette génération cachée, avec les Ben Arfa et Karim Benzema, lui, il est sorti du lot. Jérémy Ménez, c'était la génération 87. Oui, il y avait ces joueurs-là qui étaient prometteurs, et d'un coup, ils se sont jetés dans, je dirais, du n'importe quoi, ce qui les a... Vous pensez qu'il n'a pas réussi sa carrière, Samir Nasri? Bon, il pouvait faire plus que ça. Dire qu'il n'a pas réussi, non, parce qu'il a quand même joué. Il a beaucoup de choses aujourd'hui. Il est connu parce qu'il a quand même joué dans certains grands clubs. Et aujourd'hui, quand on parle de City, quand on parle de Séville, et Arsenal également. Marseille, c'est un joueur qui a quand même eu à toucher le haut niveau du football mondial. Maintenant, ce qui est regrettable, c'est qu'il n'y a pas eu cette continuité-là qui pouvait quand même le permettre d'être aujourd'hui un des cadres de cette équipe de France. Maintenant, il est en train de revenir. Ce qui est quand même malheureux, c'est que la communication, parfois, il va falloir que
ces joueurs-là ou ces joueurs, la plupart n'arrivent pas à cerner leur communication. Même un tweet peut tout dégénérer tout à l'heure. Oui. Quand on est un joueur, quand on est une icône, tout ce qu'on fait est suivi à la lettre. Donc, je pense qu'il a quand même Ils ont fauté. quand même le droit de s'exprimer. Oui, mais il faut savoir s'exprimer. Il a quand même fauté et ce qui a quand même poussé plus le sélectionné ou ce qui l'a poussé dans les oubliettes, c'est l'appui de sa femme et c'est ce qui a quand même rendu ridicule cette histoire-là. Maintenant, Nasri est en train de revenir. On espère, on attend de voir ce que ça va donner, mais on a quand même vu avec Ben Arfa qui s'est entre-temps entraîné avec l'équipe du PSG, le club, il était tout le temps aux entraînements. Le fait de n'avoir pas joué des rencontres a beaucoup pesé dans la balance quand il est revenu. Aujourd'hui, dans un autre club de la Ligue 1, maintenant, Nasri, on ne sait pas trop ce qu'il faisait durant tout ce temps. C'est vrai qu'il va s'encadrer des spécialistes, il va courir, il va faire beaucoup de choses, mais jouer les rencontres vous permettent d'avoir cette capacité-là de tenir. Quand il va revenir pour un retour, je suis sûr qu'il n'aura pas en même temps cette capacité. Il faut attendre 2 ou 3 mois avant de le voir rentrer dans la potentialité, dans tout ce qu'il sait faire. Maintenant, on le souhaite le bonheur parce que la force d'un homme n'est pas de tomber, mais de pouvoir se relever chaque fois qu'on se tombe. Ah oui, on dirait Rémi Ngonovo là. Non. mais justement, et Roméo, qu'est-ce qu'il peut apporter à West Ham qui est aujourd'hui classé 13e en première ligue anglaise, Sami Nasri? On sait que Nasri c'est un joueur talentueux. Maintenant, par rapport à cette question, je crois que l'entourage même du club s'est posé la question parce qu'après la visite médicale, on a demandé à Nasri de s'entraîner avec le groupe et de faire des entraînements à part également parce que le niveau physique pour l'instant il n'y est pas. C'est pas encore ça. Donc les dirigeants ont constaté cela, raison pour laquelle on lui a donné des travaux supplémentaires. Je pense que Nasri, il est conscient de la situation. Maintenant, pour pouvoir se relever, il faut passer par là et la première ligue, on sait que c'est une compétition en tout cas que beaucoup de personnes regardent. Très éprouvante. Voilà, donc il faut se mettre véritablement à niveau pour pouvoir jouer en première ligue. Maintenant, le joueur, est-ce qu'il a appris de ses erreurs? Point d'interrogation. Le problème, parfois, c'est avec les joueurs français, excusez-moi. Quand vous prenez Karim Benzema, Ben Arfa, Rabiot même, après n'avoir pas été sélectionné pour la Coupe du Monde, il faut voir sa réaction, sa communication. Je pense que c'est l'entourage ou les fréquentations de ces joueurs-là qui ne les aident pas beaucoup. Donc, il va falloir mûrir et puis essayer de répondre non seulement sur le terrain, mais en dehors du terrain. Il faut être concentré, il faut être sérieux. Et surtout, bonne chance et bon vent à Samir Nasri, ancien sociétaire de Marseille, d'Arsenal, de Manchester City, de FC Séville, d'Antalya Sport en Turquie. Et on va s'intéresser au Football League dans le débat des spécialistes. Le débat des spécialistes. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands entraîneurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Montini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs. La preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. Mais c'est le côté spirituel, magie, tout ça là. C'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Le débat des spécialistes. Et oui, nous parlons de la saison 2 des Football Leagues avec cette florilège de documents entre-temps publiés par Mediapart. Franck Lunyama, le cas de l'AS Monaco nous intéresse. Monaco qui aurait contourné les règles en la matière de recrutement de joueurs mineurs. On parle avec les parents, on met de l'argent sur les comptes des parents et on recrute les joueurs, ce que l'UEFA n'accepte pas du tout. Oui, je pense que c'est quand même bizarre, c'est quand même déplorable pour ces clubs-là. Ils sont nombreux dans ces genres de systèmes. Aujourd'hui, Monaco et le Paris Saint-Germain et même Manchester City sont devant. C'est des pratiques qui méritent d'être proscrites parce que c'est une forme de corruption. C'est une forme, j'allais dire, d'achat de conscience au niveau même des jeunes joueurs et pour se donner tellement d'avantages. Donc, je pense que vraiment, l'UEFA a mis en place
en 2010 quelque chose de bien qu'on peut considéré comme la police financière. Vous parlez du fair play financier. Vraiment, mais qui n'a pas été respecté. On fait un peu à la tête du client. Parce qu'ils sont nombreux. Deux poids, deux mesures, ils sont nombreux. Tous ces clubs-là qui ont été fichés depuis quelques années, depuis 4-5 ans, mais qui n'ont pas été sanctionnés comme il se doit. Voilà. Je pense que la dernière fois, on a révélé beaucoup de choses par rapport au Paris Saint-Germain. Absolument. Par rapport à l'AS Monaco, dont le président Ribolovlev s'est, on va dire, trempé dans beaucoup de situations, mais personne n'a levé le petit doigt pour sanctionner ces clubs. Derrière même, on retrouve ceux qui ont créé cette police financière, comme Michel Platini et Gianni Infantino, aujourd'hui président de la FIFA. Et quand je me souviens de ce reportage d'un journaliste français qui dit il crée la loi et puis après il s'assoit dessus. Donc on ne respecte rien et c'est malheureux. C'est malheureux parce que les clubs dépensent plus qu'ils ne gagnent. Et à la longue, ça peut créer la chute de ces clubs-là. Vous pensez qu'il y a une mafia autour de ça? Il y a une mafia dans le football international. Partout où ça passe, c'est de gros sous, c'est de l'argent. Donc il y a vraiment la mafia autour. Lorsque vous prenez le Paris Saint-Germain, il y a même le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, qui est derrière tout ça. Des gens ont gagné des millions d'euros pour faire venir les Qataris. Donc, lorsqu'on va fouiller dans tout ça, on sait qu'il y a des coupables, mais on n'arrive pas à sanctionner. Les clubs ont les moyens, et puis on étouffe l'affaire, et ça reste là. J'espère qu'on va pouvoir sanctionner comme il se doit, et parce que Paris Saint-Germain, Monaco, Manchester City, le Real, le Barça, il y a tous les grands clubs sont trempés dedans. Il y a seulement de petits trucs, de petites sanctions, j'allais dire. Oui, vous n'allez pas recruter cette saison. Oui, vous êtes... non. Il faut sanctionner. Il faut aller plus loin. Il faut aller jusqu'à l'exclusion, comme ils l'ont dit. Et comme ça servirait de leçon. En tout cas, on va s'intéresser au cas également du Paris Saint-Germain. On parle de plusieurs millions d'euros dépensés. On les met dans des comptes offshore. On essaie de mettre des sociétés écrans pour éviter le fisc. Comment vous comprenez cette situation ? Non, ça se comprend. Je comprends bien parce que vous savez, avec les Qataris au PSG, c'est quand même, je dirais, de l'argent qu'on jette par les fenêtres. Excusez-moi, on veut un projet, donc on est prêt à tout pour pouvoir évoluer avec ces Qataris-là. Et je suis sûr que s'il faut quand même sortir, je dirais, la totalité ou sortir les dossiers sur tout ce qui s'est fait depuis l'arrivée des Qataris au PSG jusqu'alors, il y a beaucoup de têtes qui vont tomber. Parce que vous savez, avec ces Qataris-là, c'est beaucoup de choses. Maintenant, quand on prend même la manière dont on gère les joueurs, attention, il y a beaucoup de choses qui l'autre fois, par rapport à cette histoire des primes de salutation. Oui, justement. Oui, il y a quand même eu des sorties des joueurs qui disent non, c'est pas ceci, mais je me rappelle de l'agent de Verratti qui disait que quand on parlait de la méforme du joueur, à un moment donné, il disait que les joueurs sont ex agents. Je suis sûr, que les joueurs sont dans une cage dorée au PSG. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sous qu'on distribue sans quand même laisser des traçabilités. Donc aujourd'hui, ces dossiers-là, je suis sûr que Vous pensez que les Qataris sont protégés au plus haut niveau? Oui, ils sont protégés. S'ils ne sont pas protégés, ils n'auront pas l'organisation de cette Coupe du Monde-là. En 2022. Vous comprenez un peu que ces dossiers-là ou ces bruits-là vont quand même faire un peu, je dirais, le boucan et puis ça va disparaître. Ils ne seront pas touchés. Ils ne seront pas sanctionnés, ils ne seront pas touchés. Quand vous discutez avec ceux qui s'approchent un peu du football du haut niveau, ils vous diront que le football c'est une mafia et ça c'est clair. C'est pourquoi quand les Américains ont débarqué pour faire partie Blatter et autres, je disais que ce n'était que de la poudre aux yeux. Ils étaient mécontents de n'avoir pas obtenu l'organisation de la Coupe du Monde. Ils sont venus taper du poing sur la table, écarter. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Quand on prend Gianni Infantino, il était à l'UEFA depuis. Donc il a rebondi à la tête de la FIFA. Allez-y comprendre. Donc pour moi, ce n'est que, je dirais, un déballage médiatique. Les gens vont dire qu'il y a ceci, il n'y a pas cela, et puis jusque-là, et ça va faire clos, quoi. C'est ça. Malheureusement, c'est ça. Votre avis sur le sujet? Je pense que le football a ses règles. Sur le terrain, en dehors du terrain, il n'y a pas de la triche dans le football. Et quelqu'un qui veut tricher, il est sanctionné. Les journalistes ont travaillé. Maintenant, c'est aux instances de pouvoir prendre
les sanctions. Voilà. Je crois que l'UEFA ne va pas aller jusqu'à l'exclusion de ces clubs. Pourquoi? On a connu le cas du FC Barcelone qui a enrôlé des mineurs. Après, on a interdit au club de pouvoir recruter pendant 2 saisons. Et puis c'est fini. Le problème aujourd'hui, c'est entre les fédérations, entre les ligues. Les gens ne voient pas le problème sur ce plan-là. Si Javier Tebas de la Ligue professionnelle d'Espagne sort de son silence pour dire qu'il faut exclure le Paris Saint-Germain, et l'autre, son confrère son confrère de la Ligue professionnelle de France répondit pour dire que mais que dites-vous? Mais et vos clubs, ils ne sont pas dans le cas. Ça veut dire tout simplement que c'est un match entre les fédérations et certaines fédérations accusent d'autres de pouvoir de leur chipper les meilleurs éléments. Neymar a quitté le FC Barcelone. On sait ce que ça a drainé. Ah oui. Mais aujourd'hui, vous voyez, le projet qatari, c'est un projet faramineux qui fait tourner la tête à tout le monde. Il y a beaucoup d'argent investi dans ce projet. Et si aujourd'hui, les autres clubs craignent que le Paris Saint-Germain devienne un club assez puissant financièrement et également sportivement, mais ils vont tout faire pour pouvoir arrêter ce projet. Je ne suis pas en train de... les petits clubs ont les moyens de pouvoir les... C'est là où j'aimerais rebondir. Allez-y. Il faudrait donner la chance également à ces petits clubs de pouvoir être parmi les grands, de pouvoir s'exprimer, parce que plus vous avez le pouvoir financier, plus vous avez le moyen de pouvoir dominer, écraser les autres. Moi, je salue beaucoup la politique allemande. En Allemagne, c'est rare d'écouter ces genres de choses-là, parce qu'il y a un règlement, tout est bien contrôlé. Vous n'allez pas voir ces folies-là où on fait venir un joueur avec des centaines de millions, tout ça là. C'est ça l'esprit sportif. Tout est sain là-bas. Tout est sain, pratiquement. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas indexé le Bayern Munich. On sait que le Bayern Munich, oui, a le pouvoir financier de pouvoir dépenser, de faire enrôler des joueurs comme il le veut, mais aujourd'hui... Ils sont beaucoup plus dans l'éthique. Ça, je crois qu'il faut assainir ce milieu-là, permettre également aux jeunes clubs de pouvoir se faire valoir. Il ne faut pas étouffer les autres parce qu'on a de l'argent. Non, le Paris Saint-Germain aujourd'hui doit fournir des dossiers, des explications. J'ai lu un article concernant N'Golo Kanté, justement, son transfert vers Chelsea. Traoré à Chelsea. Vous voyez, donc il y a pas mal de choses autour du football. Aujourd'hui, on met l'argent devant, le côté humain, on l'abandonne. C'est pas bien. Il faudrait que l'on arrive à accepter que voilà, il faut pas dépenser comme on le veut, il faut respecter les règles, parce que le football avant tout c'est un sport qui a ses règles qu'il faut respecter. Malheureusement aujourd'hui c'est l'argent qui est mis devant. On va toujours suivre quand même cette saison 2 des Football Leagues, parce qu'il y a encore plusieurs documents à fournir au monde médiatique, parce que c'est Mediapart qui a souvent ces exclusivités qui quand même font bouger la planète football. Merci messieurs d'avoir donné votre avis sur le sujet. On va s'intéresser désormais aux termes sportifs avec vous, professeur Franck Nounyama. Oui, ça va être très simple. On va parler du 1-2. Lorsqu'on demande, ou bien lorsqu'on dit qu'il y a une 2, c'est une situation rapide. C'est une situation de 2 passes rapides et consécutives entre deux joueurs. Deux joueurs. C'est des mêmes joueurs qui se donnent le ballon et qui lui retournent. C'est-à-dire qu'on a envie, avec cette action, de déstabiliser une défense, de la bouger, de créer le surnombre, de créer le décalage pour marquer des buts. Donc c'est juste ça, vous regardez l'image. 2 passes rapides et consécutives entre 2 joueurs. Il peut y avoir 3 joueurs. Là, on parle de 1, 2, 3. Exact. Voilà. Donc, les joueurs qui souvent aiment faire ces genres d'actions, c'est Cristiano Ronaldo, c'est Messi, c'est Karim Benzema, c'est Mesut Ozil. C'est des joueurs qui ont envie rapidement de faire bouger une défense, créer le décalage et marquer un but. Et surtout ceux qui ont vu le choc entre City et United, il y a eu une Sterling et Agüero qui a tout de suite abouti à un but. Voilà. Donc, ça déstabilise rapidement la défense quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait. Merci de le dire. Je me rappelle quand on jouait le PS1, c'était le fameux 1-2 pour pouvoir marquer. PlayStation pour pouvoir marquer rapidement. 1-2 et puis ça fait plus. Et nous allons dire un petit bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Nono, vous allez saluer quelques personnes. Oui, permettez-moi de saluer tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui connaissent Noël de Souza également, à la charmante
Grace de Souza. Oui, et sa maman. C'est bien noté. Roméo Yetor. Je salue tout le monde, spécialement Elom Dogla alias Papa Baby. Franck Louyama. Bonjour aux inconditionnels de cette émission. Excellent week-end, on se retrouve. Vivement, avec toujours le même plaisir. Bonjour à Yvette Clousset, à l'honorable Akoda. Nous saluons également tous les collègues de la rédaction de Sport FM. Nous n'oublions pas Gordo, Zarif, Evelyne Benyedi, Rodrigue Amekoudji et surtout tous ceux qui sont sur la plateforme Fan PFE. Nous saluons également Elom Adovon qui a réalisé la vidéo de cette émission. Il suffit de taper www.radiosportfmtg.com et vous avez ça. Ou soit vous allez sur YouTube et voilà, tout est dit. Mise en onde, signé Anas PM. Très très beau week-end sportif et surtout tous dimanche au stade pour supporter les éperviers pour la victoire face à Riyad Mahrez et compagnie. À bientôt.